Le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. se fait arrêter par la police pour avoir tué toute sa famille alors qu'il dira avoir été possédé par le diable. Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Inside Story avec cette fois-ci une histoire très spéciale qui a fait à l'époque la une de tous les journaux du monde entier. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire d'Amityville, la maison hantée la plus connue des États-Unis, dont 6 livres et 11 films ont été tirés. Certains sont des téléfilms et d'autres des films à plus gros budget. Si certains d'entre vous ont vu les films, vous savez qu'ils parlent principalement de la maison qui serait hantée par les âmes des victimes. Je vous précise juste pour pas que vous soyez perdus que dans cette vidéo, je dirai le nom de Ronald DeFeo Sr., qui est le nom du père, et Ronald DeFeo Jr. Donc il faudra bien faire attention entre Junior et Senior. Donc Ronald DeFeo Jr. qui est le fils qui a tué toute la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Ronald DeFeo Jr., le meurtrier d'Amityville. Le 13 novembre 1974, les habitants de New York et toute l'Amérique, puis le monde entier, sont informés de l'horreur qui s'est produite cette nuit-là. À 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. a massacré 6 membres de sa famille sans aucune raison. Le plus étrange dans cette affaire, c'est que les 6 membres de cette famille dormaient dans des pièces et des étages différents et il semblerait que personne n'ait bougé. Ronald DeFeo Jr. est né le 26 septembre 1951 à New York. Il est l'aîné de sa fratrie, il a 2 frères et 2 sœurs avec qui il s'entend très bien. C'est vraiment une famille nombreuse comme les autres, rien de très spécial jusque-là. Son père Ronald DeFeo Sr. réalise son rêve américain lorsqu'il économise assez pour pouvoir quitter la ville et emménager à Long Island. Il achète cette grande maison au 112 Ocean Boulevard à Amityville. Elle est un classique des maisons américaines, 2 étages plus un grenier, plusieurs pièces et un hangar à bateau sur la rivière Amityville. Donc il y a vraiment beaucoup de place pour lui, sa femme Louise et leurs 5 enfants. Il y a même un grand panneau devant la maison où il y est écrit Big Hope, ce qui veut dire grand espoir. Mais derrière cette réussite et ce bonheur, Ronald Sr. est un homme colérique. Il a des accès de rage et de violence envers sa femme et ses enfants. En tant qu'aîné, Ronald Jr. subit le poids et le tempérament des attentes de son père. Étant jeune garçon, Ronald Jr. est en surpoids et souvent triste, victime de moqueries dans la cour d'école et impopulaire auprès des autres enfants. Son père l'encourage à se défendre dans la cour d'école contre ceux qui l'embêteraient. Mais ces conseils, bien sûr, ne s'appliquent pas à la maison où le jeune Ronald doit subir les coups de son père sans rien dire. En 1964, au fur et à mesure que Ronald Jr. mûrit jusqu'à l'adolescence, il gagne en taille et en force. Il n'est plus un canard assis devant les coups violents de son père. Les disputes de cris dégénèrent souvent en match de boxe car le père et le fils en viennent souvent aux mains. Même si Ronald Sr. n'est pas parfait, il s'est rendu compte que les accès de colère de son fils et son comportement violent sont très irréguliers et instables. Il pète vraiment des câbles à n'importe quel moment. Le mec devient fou. Ronald Sr. et sa femme se mettent d'accord pour que leur fils rende visite à un psychiatre. Mais c'est sans résultat car Ronald Jr. a simplement utilisé une position passif-agressif avec son psy et a rejeté toute idée qu'il avait lui-même besoin d'aide. En l'absence de toute autre solution, les parents utilisent une nouvelle stratégie pour apaiser les enfants indisciplinés. Donc la stratégie trouvée par les parents, c'est qu'ils vont acheter à Ronald Jr. tout ce qu'il veut et ils vont même lui donner de l'argent. À l'âge de 14 ans, son père lui offre un hoverboard de 14 000 $ pour naviguer sur la rivière Amityville. À chaque fois que Ronald Jr. veut de l'argent, tout ce qu'il a à faire, c'est demander. Et s'il n'est pas d'humeur pour demander, il prend sans demander, sans bat les reins, quoi. Il va direct, il prend dans les porte-monnaies.
C'est un ouf. Le mec pourri gâté de ouf. En 1968, à l'âge de 17 ans, Ronald Jr. est contraint de quitter l'école paroissiale qu'il fréquente. À cette époque, il commence à consommer des drogues graves telles que l'héroïne et le LSD, et il commence également à commettre des nombreux vols. Son comportement violent devient également de plus en plus psychotique et ne se limite plus à des explosions de colère à la maison. Un après-midi, alors qu'il part à la chasse avec des amis, il pointe son fusil sur la tête d'un de ses amis qu'il connaissait depuis longtemps. Il regarde avec une expression froide le visage du jeune homme devenir blanc. Le jeune s'enfuit et Ronald Jr. baisse calmement son arme. Quand il retrouve son ami plus tard, Ronald Jr. lui demande pourquoi est-il parti si vite. Donc le mec est complètement malade, quoi. Il vise avec un flingue et il demande pourquoi tu t'es cassé. Ok. En 1969, à l'âge de 18 ans, Ronald Jr. obtient un emploi dans l'entreprise familiale de son grand-père. Selon ce qu'il dira, c'était un travail pas très sérieux où on attendait très peu de lui. Qu'il se présente ou pas au travail, il reçoit un salaire en espèces de son père à la fin de chaque semaine. Ça veut tout dire. Le mec foutait rien et recevait la thune. Il va principalement utiliser son argent pour sa voiture, mais que ses parents lui ont acheté, donc c'est même pas lui qui a payé sa caisse, et pour s'acheter de l'alcool et de la drogue. Donc bravo le gars, quoi. Les altercations avec son père deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Un soir, une bagarre éclate entre son père et sa mère. Et afin de régler l'affaire, Ronald Jr. saisit une arme qu'il avait dans sa chambre, un fusil de calibre 12, et descend en bas dans le salon. Une fois dans le salon, Ronald Jr. charge l'arme devant ses parents qui avaient commencé à se taper dessus. Sans hésiter ni crier, Ronald Jr. pointe le canon de l'arme vers le visage de son père en criant « Laisse cette femme tranquille, je vais te tuer gros con, ça y est ». Et là, Ronald Jr. appuie sur la gâchette, mais le pistolet n'a mystérieusement pas fonctionné. Son père est figé sur place et regarde d'un air choqué son propre fils baisser son arme et simplement sortir de la pièce avec une indifférence totale, alors qu'il a failli tuer son père de sang-froid. Cette bagarre est terminée, mais les actions de Ronald Jr. laissent présager la violence qu'il va déchaîner non seulement sur son père, mais sur toute sa famille. Franchement, sur ce cas-là, bravo à lui, car il a défendu sa mère. Après, il a juste abusé, c'est qu'il a pris un fusil, il aurait pu la défendre avec ses mains. En octobre 1974, quelques semaines avant les meurtres qu'il allait commettre, Ronald Jr. est alors âgé de 23 ans et les relations avec son père ont atteint le point de rupture. Ronald Jr. est insatisfait de l'argent que lui donne son père. Il conçoit alors un stratagème pour frauder sa propre famille. Le mec, il trouve qu'il a pas assez de thunes, déjà qu'il fout rien. Non mais sérieux quoi. 2 semaines avant les meurtres, Ronald Jr. est envoyé faire une course par l'un des membres du personnel. Il est chargé de déposer 1800 $ en espèces et 20 000 $ en chèque à la banque. Au lieu de cela, Ronald Jr. va demander à un pote de l'agresser sur le trajet pour aller à la banque et de lui voler les 21 800 $. Comme ça, personne ne le soupçonnera d'avoir volé la thune à la famille. Et ouais, le mec a tout prévu. Il revoit ensuite son ami pour se partager les gains à part égale. Puis il va dire à son père qu'il a été racketté sous la menace d'une arme alors qu'il attendait à un feu rouge. Son père est foudrage que le personnel ait laissé partir son fils avec une telle somme. Mais la police soupçonne Ronald Jr. de mentir et il va même péter un câble lorsque la police lui demande de décrire son agresseur. 5 jours avant les meurtres, la police demande à Ronald Jr. d'examiner des photos d'identité dans la possibilité qu'il puisse reconnaître le voleur. Il accepte d'abord, mais se retire à la dernière minute. Lorsque son père entend cela, il demande à son fils pourquoi il ne coopère pas avec la police. Il lui dira « Tu as le diable sur le dos ». C'est là que Ronald Jr. lui répond « Espèce de gros connard, je vais te tuer ». Et ensuite, il va vers sa voiture et se casse, errer dans les rues. Le mercredi 14 novembre 1974, dans la nuit totalement noire et silencieuse, alors que les familles et les voisins dorment, vers 3 heures du matin, la haine et la sauvagerie vont détruire à jamais le calme du 112 Ocean Boulevard à Amityville.
Toute la famille DeFeo s'est couchée à l'exception de Ronald DeFeo Jr. Alors qu'il est assis sur son lit, dans le calme de sa chambre, il sait ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. Son père et sa famille ne seront plus jamais une nuisance pour lui. Ronald Jr. est le seul membre de sa famille à avoir sa propre chambre. À cause qu'il a un caractère violent et le fait qu'il est l'aîné, on lui a offert donc ce petit luxe. Il possède un petit placard dans sa chambre où il met ses armes à feu qu'il collectionne et qu'il vend parfois. Ronald Jr. choisit un fusil Marlin calibre 35 dans son placard et se dirige lentement vers la chambre de ses parents. Il pousse silencieusement la porte de leur chambre et les observe pendant qu'ils dorment paisiblement, inconscients de l'horreur au pied de leur lit. Puis Ronald DeFeo Jr. porte le fusil à son épaule et appuie sur la gâchette. Ce premier coup déchire le dos de son père et son rein. Il tire une autre balle, frappant à nouveau son père dans le dos. À ce moment-là, sa mère se réveille et elle a à peine quelques secondes pour réagir avant que son fils lui tire dessus. Ronald Jr. pointe l'arme sur sa mère alors qu'elle est allongée sur son lit et tire 2 coups de feu dans son corps. Les balles brisent sa cage thoracique et perforent son poumon droit. Les 2 corps gisent maintenant dans des mares fraîches de leur propre sang. Malgré le bruit de chaque coup de fusil, personne d'autre ne bougera dans la maison. Ronald Jr. prend quelques instants pour d'abord examiner la scène d'horreur qu'il vient de commettre. Puis c'est au tour de ses jeunes frères, John et Mark, qui seront les prochaines victimes du sentiment meurtrier d'autosatisfaction et de rage qui sont en lui. Il entre dans la chambre que se partagent les 2 jeunes garçons et se tient entre les 2 lits. Debout juste au-dessus de ses 2 frères impuissants, Ronald Jr. tire un coup sur chacun de ses frères alors qu'ils dormaient. Les balles ont déchiré leur jeune corps et leurs organes internes. Encore une fois, les coups de feu n'ont pas réveillé les seuls membres qu'il reste vivants, ses 2 sœurs. Ronald Jr. se faufile dans la chambre que partagent ses 2 sœurs, Dawn et Allison. Alors que Ronald Jr. entre dans la pièce, Allison remue et lève les yeux au moment où il abaisse le fusil vers son visage et appuie sur la gâchette. Elle meurt sur le coup. Puis il pointe immédiatement son arme sur la tête de Dawn et la tue d'une balle dans la tête. En moins de 15 minutes, Ronald DeFeo Jr. a brutalement tué de sang-froid chaque membre de sa famille. Conscient d'avoir accompli la tâche qu'il s'était fixée, il se concentre maintenant sur son nettoyage et sur la constitution d'un alibi pour nuire à la future enquête policière. Il se douche calmement, taille sa barbe et s'habille de son jean et de ses bottes de travail. Il récupère ses vêtements ensanglantés et le fusil, les enveloppe dans une tête d'oreiller et se dirige vers sa voiture. Il met l'épreuve dans le coffre de sa voiture et part avant le lever du soleil. Ronald Jr. conduit jusqu'à la banlieue à Brooklyn et se débarrasse de la tête d'oreiller et de son contenu en les jetant dans un égout. Il retourne ensuite à Long Island et se présente à l'entreprise familiale pour travailler comme si de rien n'était. Il était 6 heures du matin. C'est vraiment surréaliste, le mec se douche tranquille dans une maison remplie de cadavres qu'il a lui-même tués et en plus de ça, il retourne au travail tranquillement. C'est un psychopathe malade mental. Ronald Jr. ne va pas rester longtemps au travail, il appelle son père pour essayer de le joindre car il n'est pas venu à son travail ce matin. Okay. Mais bien sûr, sans réponse, logique vu qu'il l'a tué lui-même. Il quitte son travail vers midi, appelle sa copine pour lui dire qu'il rentre tôt du travail et qu'il aimerait passer la voir. Une fois chez sa copine, il lui dit qu'il a appelé plusieurs fois chez lui et que personne ne répond et que ça commence à l'inquiéter. On y croit tous. Il appelle même une nouvelle fois sa famille devant sa copine pour construire son alibi en mode « ouais, je vérifie si tout le monde va bien ». Mais personne ne répond. Ensuite, il a passé l'après-midi à voir des amis, à boire de l'alcool et à prendre de la drogue. Un peu plus tard, il appelle un pote qui lui donne rendez-vous vers 18h dans un bar et en même temps il lui dit au téléphone qu'il a appelé plusieurs fois sa famille mais que personne ne répond. Son pote lui dit donc « t'as qu'à passer voir chez toi si ta famille est là et si tout se passe bien avant de venir au bar ». Ronald lui répond « ok, je vais vite passer, t'as raison et j'arrive tout de suite ». Quelques minutes plus tard, il arrive dans le bar dans un état d'agitation et dit à son ami « tu dois m'aider, quelqu'un a tué mon père et ma mère
tout le monde est mort. Quelques clients entendent l'histoire et arrivent vers Ronald et son ami et décident d'aller tous ensemble voir ce qui se passe dans sa maison. Son ami entre à l'intérieur et découvre la maison remplie de cadavres de la famille de Ronald Jr. qui était mort depuis plus de 15 heures. Son pote appelle immédiatement la police et la police arrive sur place après quelques minutes et découvre Ronald Jr. en pleurs, assis sur la pelouse avec son pote. Les policiers entrent dans la maison et montent immédiatement à l'étage. Ils découvrent d'abord les corps de Ronald Sr. et de sa femme Louise, ainsi que ceux des deux petits frères John et Mark, et finissent par découvrir les deux sœurs, elles aussi allongées dans leur mare de sang. Peu après 19 heures, la maison était maintenant remplie de policiers. Le détective Gaspard Randazzo est le premier à interroger Ronald Jr., qui est le seul survivant de ce massacre. Le détective lui demande d'abord qui aurait pu faire cela. Ronald Jr. a répondu que ça se pourrait que c'est la mafia car son père fréquentait des gens de la mafia qui seraient vengés. Les enquêteurs ont pris sa réponse au sérieux et l'ont mis dans un commissariat pour le protéger et continuer l'interrogatoire. La police va l'interroger toute la journée du lendemain de la découverte des corps et toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Ronald Jr. leur avoue qu'il est un consommateur de drogue et leur dit qu'il a découvert les corps en allant jeter un coup d'œil car personne ne répondait à ses appels. La police ne trouvant personne qui aurait pu commettre ce massacre, leur suspect numéro 1 reste Ronald Jr. Après de longs mois d'enquête grâce aux chercheurs sur les lieux du crime qui ont trouvé une boîte en carton qui appartenait au fusil de Ronald Jr., ils ont pu comparer la marque sur la boîte avec les balles qu'ils ont retirées des cadavres et identifiées. Il s'agit bien du fusil avec lesquels les balles ont été tirées. La police a alors une nouvelle fois interrogé Ronald Jr. en lui mettant la pression et en lui parlant de la boîte en carton qu'ils ont retrouvée sous son lit. Ronald DeFeo Jr. craque et avoue avoir abattu toute sa famille. Il dit « Tout s'est passé si vite, je n'arrivais plus à m'arrêter, je devais tous les tuer ». Il dit également aux enquêteurs où il a jeté l'arme et ses vêtements tachés de sang. La police retrouve alors le fusil et les vêtements de Ronald Jr. Il est alors officiellement arrêté. Mais ce qui reste inexpliqué et étrange dans cette enquête, c'est que personne n'a entendu de coup de feu dans le quartier et que aucun membre de la famille ne s'est réveillé pendant que les autres se faisaient tirer dessus. C'est vraiment trop bizarre. Ronald DeFeo Jr. est jugé le 14 octobre 1975, près d'1 an après les meurtres. Son avocat essaye de plaider non coupable pour cause de folie. Lors de son audience, Ronald DeFeo Jr. dira que c'est le diable en personne qui lui a dit de commettre ces crimes. Il y aura ensuite des recherches psychiatriques pour savoir si, oui ou non, il savait ce qu'il faisait au moment des crimes. Et le 21 novembre 1975, le verdict tombe. Le juge reconnaît coupable Ronald DeFeo Jr. de 6 chefs de meurtre et le condamne à 25 ans de prison par meurtre, c'est-à-dire à 150 ans de prison ferme. Il est conduit dans la prison de haute sécurité à Green Haven dans l'État de New York. Là, il essaiera plusieurs fois de se suicider, d'allumer un incendie et hurle que c'est le diable qui l'a possédé et qui lui a dit de commettre ces meurtres. 1 an après, la maison d'Amityville où ont eu lieu les horribles meurtres est en vente. George et Kathy Lutz achètent la maison pour $80 000 et emménagent avec leurs 2 enfants. Mais ils n'y resteront que 28 jours. Ils diront à la presse que des choses bizarres se passent dans cette maison et qu'ils ont été attaqués par des démons. Et la presse s'empare immédiatement de l'affaire. La famille Lutz contacte même les Warren pour vérifier la maison et savoir ce qu'il se passe. Alors pour ceux qui connaissent pas les films Conjuring, dans les films, il y a le couple les Warren qui sont des démonologues et qui s'occupent de chasser les démons des maisons. C'est leur travail en soi, quoi. Les Warren prendront à l'époque une photo qui fera le tour des journaux du monde entier. Je pense que vous avez déjà vu cette photo, même sans savoir que ça appartenait à l'affaire Amityville. Il s'agirait de cette photo qui représenterait le fantôme d'un des petits frères qui a été tué dans sa chambre par Ronald DeFeo Jr. Personne n'a réussi à dire jusqu'à ce jour si la photo était truquée ou non, car c'est une photo qui a été prise à l'époque, donc très difficile à dire. Après cela, des dizaines de livres et des dizaines de films sortent
sur le sujet Amityville. En 2016, la maison d'Amityville est de nouveau mise en vente pour 850 000 $. Alors quand on sait ce qui s'y est passé, même gratuit, j'en veux pas quoi, merci. Mais certains s'en foutent et en 2017, la maison d'Amityville est vendue pour 605 000 $ à une famille américaine. Ils ont d'ailleurs changé le numéro de l'adresse 112 Ocean Avenue en 108 Ocean Avenue pour décourager les visiteurs. Ce qui est con car je trouve que la maison est vraiment facilement reconnaissable, même en changeant l'adresse, on sait que c'est cette rue, donc voilà quoi. Encore une info sur la maison, j'ai cherché sur Google Maps et la maison est complètement floutée, ce qui confirme encore plus que c'est celle-là. Et on reconnaît facilement le jardin de toute manière, donc le changement de numéro d'adresse n'a servi à rien. Et là, vous vous dites, c'est bizarre, il nous a pas dit si Ronald DeFeo Jr. était mort. Mais c'est normal, c'est parce que je fais tout dans l'ordre par rapport aux dates. Ronald DeFeo Jr. est mort le 12 mars 2021 à l'âge de 69 ans en prison. C'est quand même fou de se dire qu'il était vivant jusqu'à l'année passée. Donc le mec a tout vécu, quoi. C'est ouf. C'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo assez spéciale. On a aussi parlé un peu d'esprit, mais bon, c'est une histoire mythique. Donc j'étais obligé. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà l'histoire du tueur d'Amityville et si j'ai oublié des détails. Quant à moi, je vous remercie vraiment à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. C'était Inside TV.